Le travail. Aucune autre activité n'occupe une place aussi centrale dans notre existence. Pourtant, la façon dont nous l'abordons est loin d'être universelle et immuable. Elle n'a cessé d'évoluer au fil des siècles. Combien de temps nos ancêtres consacraient-ils réellement au travail? Le progrès nous a-t-il vraiment permis de travailler moins? Ou nous a-t-il piégés dans une course sans fin? L'histoire du travail commence il y a près de 3,5 milliards d'années, avec l'apparition de la vie. La différence entre une chose inanimée comme un rocher et une chose vivante comme une plante, c'est que seuls les organismes vivants cherchent activement à capter l'énergie de leur environnement et à l'utiliser, à travailler donc. C'est ce qui fait dire à l'anthropologue sud-africain James Sussman que vivre, c'est travailler. Les organismes vivants utilisent de l'énergie pour transformer des atomes et des molécules en cellules. Transformer ces cellules en organes, ces organes en êtres vivants et ces êtres vivants en société. Toutes ces structures nécessitent de l'énergie et du travail pour subsister. Pour déterminer si les humains travaillaient plus autrefois, nous allons devoir tout d'abord définir cette notion de travail. Beaucoup de cultures dans le monde ont un mot pour désigner le travail. Mais les activités que recouvre ce terme peuvent être très différentes. Pour les communautés de chasseurs-cueilleurs, par exemple, s'occuper des enfants ne relève pas de cette catégorie, alors que c'est couramment admis aujourd'hui dans le monde occidental. De même qu'ils trouvent absurde que, dans le monde occidental, on parte chasser pour le plaisir plutôt que pour le travail. Le mode de vie de ces chasseurs-cueilleurs, comme les Djumwanzi d'Afrique du Sud, n'a guère changé depuis des centaines de milliers d'années. Pour James, il nous permet de mieux comprendre les rapports qu'entretenaient nos ancêtres avec le travail. Jusqu'à récemment, on croyait que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs menaient une vie absolument terrible, qu'ils étaient obligés de chasser et risquaient constamment de mourir de faim. C'est l'image qu'on s'en faisait jusque dans les années 1960. Puis les anthropologues se sont mis à observer les communautés, comme celle des Djumwanzi, pour tenter de reconstituer le mode de vie des humains à l'âge de pierre. Les résultats les ont sidérés. Ils ont découvert que ces gens ne passaient pas leur vie à travailler, mais qu'ils parvenaient en moyenne à satisfaire l'essentiel de leurs besoins fondamentaux en seulement 15 à 20 heures par semaine. 15 à 20 heures? N'est-ce pas trop beau pour être vrai? Beaucoup d'autres espèces que l'être humain s'affairent toute la journée. Même nos plus proches cousins, les gorilles, passent jusqu'à 18 heures à chercher de la nourriture. Alors comment est-il possible que les premiers humains aient passé aussi peu de temps à travailler? Le secret résiderait dans la première grande révolution énergétique de l'humanité, la maîtrise du feu. Le travail demande de l'énergie. Un Homo sapiens adulte, qui somnole toute la journée, consomme environ 3 kWh par jour. Un Homo sapiens occupé toute la journée à une tâche physique, comme manier une pelle, brûle le double d'énergie. Le feu est la première source d'énergie à ne pas avoir été produite par le corps humain. Il libère l'énergie solaire qui a été captée par les plantes sous forme de chaleur et accomplit donc un travail. À l'âge de pierre, si on part du principe que les humains brûlent en moyenne 150 kg de bois par an, c'est comme si chacun avait en permanence l'aide de 0,3 personnes dans son travail, jour et nuit. Ce qui a des conséquences révolutionnaires. Le feu nous a donné sa chaleur et ouvert l'accès à une autre alimentation.
Il a apporté aussi les premiers temps libres, ce qui a permis à l'art, à la musique ou au langage de se développer. La grande étape suivante dans l'histoire du temps de travail, c'est l'invention de l'agriculture. Pour la première fois, les humains ne cherchent plus uniquement à satisfaire leurs besoins immédiats, mais planifient leur production à long terme pour assurer l'avenir. Les effets sur l'évolution du temps de travail sont considérables. Les chasseurs-cueilleurs vivent de la générosité de la nature. Ils n'ont pas besoin d'agir pour qu'elle leur fournisse de la nourriture. C'est un cadeau des dieux. Avec l'agriculture, il faut intervenir activement sur la nature. Il faut lui consacrer du travail. La deuxième révolution énergétique de l'histoire de l'humanité conduit donc les humains non pas à travailler moins, mais beaucoup plus. Mais pourquoi cela ? Il y a des tas de choses qui peuvent ruiner une récolte. Une tempête de grêle peut détruire un champ de blé. Ou alors, si on prend l'exemple des Junwanzi, s'ils plantent un champ de sorgho ou de fèves, la récolte peut être ravagée en une seule nuit par le passage d'un éléphant. Si le paysan veille toute la nuit et frappe sur des casseroles pour faire du bruit pendant la saison des éléphants, il sauvera peut-être sa récolte, mais ne pourra pas dormir. Ensuite, c'est une bande de singes qui risque de venir. Alors il faut construire une clôture autour du terrain. L'agriculteur passe son temps à essayer de réduire les risques. Réduire les dangers potentiels demande un travail supplémentaire. Plus un paysan travaille, plus il a de chances de faire une bonne récolte. Moins il travaille, plus il prend le risque de tout perdre. Les paysans qui travaillent plus dur et plus longtemps produisent des réserves d'énergie régulières. Mais au lieu d'utiliser cette énergie pour moins travailler, ils la réinvestissent dans de nouveaux besoins. Se construire un toit, boire de l'alcool ou élever des monuments pour la postérité. Pendant les périodes fastes, les humains réalisent des choses extraordinaires. Par exemple, transporter des blocs de pierre de 700 kg depuis l'Écosse jusqu'ici pour ériger un monument dont personne ne parvient encore à comprendre sa fonction. D'après James, l'être humain a une vraie propension au travail. On ne supporte pas de s'ennuyer et on a un besoin insatiable de nouveaux besoins. Comment expliquer sinon qu'on est élevé de gigantesques cercles de pierre ou des ouvrages que seuls les dieux peuvent voir? Les sociétés agraires se propagent dans le monde entier. Pendant plusieurs millénaires, le temps de travail des humains reste pratiquement inchangé, car il suit le rythme des saisons. Au XIIIe siècle, par exemple, un paysan anglais travaille en moyenne une trentaine d'heures par semaine. Mais elles ne se répartissent pas de façon linéaire. Il y a des périodes de pointe, au moment des récoltes par exemple, où il travaille jusqu'à 16 heures par jour, mais aussi de nombreuses périodes pendant lesquelles les paysans peuvent lever le pied, parce que les champs sont gelés ou que le blé pousse. Et puis au XVIIIe siècle, voilà qu'elle se produit. La plus grande révolution énergétique de l'histoire de l'humanité. L'invention de la machine à vapeur nous permet d'utiliser une énergie stockée depuis des millions d'années dans le sol sous forme de charbon. Quelques 75 ans plus tard, la Grande-Bretagne brûle chaque année des dizaines de millions de tonnes de charbon. Chaque individu dispose désormais d'autant d'énergie que si 12 hommes travaillaient pour lui 24 heures sur 24. Mais les conséquences sur le temps de travail sont étonnantes. Si on sait ce que la population a enduré au début de la révolution industrielle, ça n'a rien d'étonnant. Juliet Shore est économiste au Boston College. Elle a reconstitué précisément l'évolution du temps de travail au cours des 2 derniers siècles. Avant l'industrialisation, la majorité des gens vivaient à la campagne. Ils avaient le contrôle des terres qu'ils cultivaient, les possédaient parfois.
et ils produisaient la nourriture dont ils avaient besoin pour se nourrir, eux et leurs familles. Avec la révolution industrielle, tout change. De nombreuses terres exploitées jusque-là en commun sont privatisées et l'agriculture évolue vers un modèle de production à grande échelle. De nombreux paysans perdent leurs moyens de subsistance et sont contraints de chercher de nouveaux emplois pour survivre. Les gens ne voulaient pas aller dans ces usines qui ressemblaient à des prisons, les fameux moulins sataniques de Blake. Le temps de travail augmente de façon drastique, jusqu'à 70 ou 80 heures par semaine. Des semaines de 80 heures, l'équivalent de 2 temps pleins actuels. C'est la répartition extrêmement inégale du pouvoir et de la richesse qui permet d'imposer de tels horaires. Les moyens de production sont concentrés dans les mains de quelques patrons qui jouent sur la peur du chômage et de la misère pour dicter leurs conditions. Pourquoi les capitalistes et les propriétaires d'usines exigent de longues journées de travail? C'est parce que les ouvriers sont payés sur une base fixe hebdomadaire ou mensuelle. Ils font plus d'heures et produisent plus pour le même prix. Ce qui change alors, ce ne sont pas seulement les horaires, mais aussi les conditions de travail. Il est très difficile aujourd'hui d'imaginer ce qu'étaient les conditions de travail à l'époque de la haute industrialisation. Mais c'est peut-être le secteur de l'exploitation minière qui nous laisse entrevoir le mieux à quel point elles étaient dures. Tina Asmussen dirige la section recherche du musée de la mine de Bochum. Au XIXe siècle, ce sont les mines qui fournissent les matières premières de la révolution industrielle, au prix d'un labeur d'une pénibilité extrême. D'une part, il y a ce travail épuisant, par une chaleur de 40 degrés, avec des machines énormes qui font tellement de bruit qu'elles rendent sourds les ouvriers. D'autre part, il y a l'émission de poussière qui provoque des maladies pulmonaires. Et puis, les excréments, les parasites et les multiples accidents. On n'y voyait pas bien et on tombait des échelles. C'est ce qui explique que dès 40 ans, les ouvriers sont inaptes au travail, aussi bien physiquement que psychiquement. Ils ne peuvent plus descendre à la mine. Pendant l'industrialisation, les gens travaillaient davantage, mais aussi plus dur. Ces semaines de 80 heures ou plus sont aussi monnaie courante dans les ateliers de tissage, les moulins et les abattoirs. Et tandis que pour un paysan, le sens de son travail est évident, dans les usines, la mission de la plupart des ouvriers consiste en une suite de gestes mécaniques et répétitifs. C'est un chronomètre, un objet très intéressant. Les ouvriers ne savent pas l'heure qu'il est. Alors les capitalistes trichent en reculant les horloges pour qu'ils restent plus longtemps. Et le matin, ils avancent les aiguilles pour qu'ils arrivent plus tôt. Avant la révolution industrielle, la plupart des gens n'ont qu'une représentation approximative du temps. Ils se repèrent au rythme de la nature et du soleil. Les notions de minutes ou de secondes n'ont pas cours dans leur quotidien. Avec l'avènement du capitalisme, les gens ne passent plus le temps, ils le dépensent. Le temps devient une monnaie. Et cette monnaie engendre de nombreux conflits. En Angleterre, lors des premières révoltes, les ouvriers détruisent les machines, mais aussi les horloges. Quand il y avait des syndicats forts, les journées de travail étaient plus courtes. Ils négociaient ferme avec les employeurs qui voulaient faire travailler les ouvriers plus longtemps. C'est cette exploitation sans pitié qui inspire leur théorie à Marx et Engels. Aujourd'hui encore, certains voient dans le socialisme la fin de la civilisation. Et pourtant, le week-end chômé, l'interdiction de faire travailler les enfants ou l'assurance maladie étaient bien des revendications socialistes. Au cours du XXe siècle, le temps de travail diminue de plus en plus. Grâce à des syndicats puissants, la semaine de 40 heures devient la norme en Europe au plus tard dans les années 1960. Avons-nous exploité tout le potentiel de la révolution énergétique du XVIIIe siècle en matière de réduction de temps de travail ? Si c'est le cas, cela ne concerne que la moitié de la population.
Mes recherches ont montré qu'en faisant plus d'heures de travail rémunérées, les femmes diminuaient leur travail non rémunéré, certes, mais seulement d'environ 50%. En clair, pour chaque heure supplémentaire de travail payé, elles ne réduisaient leur travail non payé que d'une demi-heure. Au bout du compte, elles travaillaient plus. L'arrivée du lave-linge, du lave-vaisselle et de l'aspirateur dans les maisons ne produit pas une réduction significative de la durée du travail domestique. En réalité, on aspire et on lave plus qu'avant. D'après les chercheurs, le seul appareil ménager qui fait vraiment gagner du temps, c'est le micro-ondes. Ce constat frustrant révèle un profond paradoxe. On est aujourd'hui plus riche qu'aucune génération précédente. Des machines cultivent nos champs, propulsent l'eau courante dans nos maisons et nous emmènent aux Maldives pendant les vacances. Alors pourquoi continuons-nous à travailler? Une question qui avait déjà été posée à Cambridge il y a un siècle par John Maynard Keynes, le célèbre économiste britannique. Il a écrit un essai très connu qui s'intitule « Perspectives économiques pour nos petits-enfants ». Il s'est demandé comment la productivité et l'économie pourraient évoluer au cours du siècle suivant, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui. Et il en a conclu qu'on pourrait travailler seulement 15 heures par semaine. Keynes part du principe que notre niveau de vie actuel serait 4 à 8 fois plus élevé qu'à son époque. En réalité, il s'est trompé. Il aurait dû multiplier par 17. De nos jours, chacun d'entre nous dispose d'autant d'énergie que si 35 personnes travaillaient pour nous 24 heures sur 24. Ce que Keynes n'avait pas prévu, c'est qu'au lieu de réduire les heures de travail grâce à la croissance de la productivité, on a opté pour des modèles économiques qui visent à produire toujours plus. Les gens achètent de plus en plus de marchandises et travaillent toujours autant. Keynes n'avait pas prévu le consumérisme. Il serait choqué de voir le temps que passent les gens au travail dans une telle période d'abondance matérielle. Mais cet étrange besoin de nouveaux besoins n'est pas la seule raison qui nous fait autant trimer. Celle-ci, Keynes l'avait bien prédite. Keynes avait vu juste en se demandant ce que les gens feraient s'ils n'étaient plus obligés de travailler. Il redoutait qu'ils deviennent apathiques et perdent la capacité d'occuper leur temps libre à bon escient. Nous ne savons plus vivre sans le travail. Il fait partie intégrante de notre culture et nous permet de nous valoriser. Noch nie haben Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so viele Stunden gearbeitet. Celui qui travaille beaucoup mérite le respect. Et celui qui ne travaille pas se rend vite suspect. Quant à savoir en quoi consiste le travail, c'est souvent secondaire. Madame, monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal Carrière et Emploi. Julien Prévieux, professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, opte pour un style original pour écrire aux recruteurs. Je jure que je n'ai rien fait de mal. J'ai toujours mené une existence paisible. Je paye mes impôts. Je ne bois pas plus que de raison. J'aime les animaux, je ne vole pas. J'achète des produits de grande consommation comme tout le monde. Je ne comprends pas de quoi je suis coupable. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez me punir aux travaux forcés sur des bases de données. Je vous en prie, ne m'embauchez pas. Dans ses lettres de non-motivation, il a répondu de façon ironique à de vraies offres d'emploi qu'il jugeait dénuées de sens. En fait, voilà, il y a un certain nombre de personnes, beaucoup de monde sur cette planète qui font un métier qui n'a pas de sens, quoi. C'est le gros paradoxe des sociétés capitalistes qui cherchent au contraire à optimiser, à maximiser le profit. Comment se fait-il en fait qu'il y aurait autant d'emplois qui semblent inutiles? Il s'appuie sur les travaux de l'anthropologue américain David Graeber. I kept having this experience where I would meet people and I'd say, "Oh, so I'm an anthropologist, what do you do?" And they'd say, "Oh, nothing really." Graeber considère comme des bullshit jobs, des boulots à la con, les postes dont l'intérêt échappe même aux gens qui les occupent. Few drinks later, they admit that they meant it literally. They literally do nothing all day.
Les économistes racontent pour blaguer que l'entreprise du futur ne comptera que 2 employés, un homme et un chien. L'homme sera là pour nourrir le chien, et le chien pour surveiller que l'homme ne touche pas aux machines. Chaque fois qu'il est possible de compliquer les choses, nous le faisons. Nous l'avons déjà prouvé. Plus nos processus de fabrication se sont simplifiés et sont devenus plus efficaces en étant réalisés par des machines, plus leur gestion est devenue complexe. Le sentiment de devoir constamment prouver notre valeur sociale à travers le travail est tellement ancré en nous qu'il vaut même pour les plus riches. À la plupart des époques précédentes, les élites sociales auraient trouvé absurde d'endosser un rôle traditionnellement réservé aux esclaves. De nos jours, pourtant, les 1% de la classe supérieure travaillent avec le même zèle que le reste de la société. La semaine de travail des banquiers de Wall Street peut facilement se monter à 80 heures. Pour cela, ils gagnent durant une pause pipi de 60 secondes l'équivalent d'une semaine de labeur d'un paysan thaïlandais. L'idée que le travail est une vertu nous vient du secteur agricole, où le travail était effectivement valorisant. Mais aujourd'hui, nous vivons à une époque où, franchement, il n'y a plus beaucoup de travail à accomplir. En tout cas, moins qu'auparavant. Nous nous trouvons donc à un moment charnière. Sur le plan technologique, nous sommes à l'aube d'un temps où les machines prendront en charge de plus en plus de tâches cognitives. Avec l'intelligence artificielle, les machines remplaceront vraisemblablement une grande partie du travail humain. Alors il est vraiment important de réduire le temps de travail, de manière à pouvoir bien mieux anticiper cela. La première étape ne sera pas forcément spectaculaire. Je pense qu'introduire une semaine de 4 jours serait une bonne idée. Les employés sont partants et on constate qu'un nombre croissant d'employeurs y sont favorables. Je suis persuadée que ce sera très bénéfique pour la société. Des expériences montrent qu'avec une semaine de 4 jours, les salariés souffrent moins de burn-out, sont moins souvent en congé maladie et ont plus de temps pour les loisirs et la famille. Parallèlement, la productivité reste stable ou augmente. Rares sont les entreprises à avoir opté pour la semaine de 4 jours qui reviennent en arrière pour restaurer la semaine de 5 jours. Est-ce que maintenant vous envisagez le travail autrement? Genre, il est 16h30, on n'a plus le temps de tourner d'autres images? À l'avenir, que nous travaillions 4 jours par semaine, un seul, ou alors plus du tout, c'est notre rapport au travail qu'il nous faudra reconsidérer. Plutôt que de faire fabriquer de plus en plus de marchandises par des machines, ne pourrions-nous pas décider d'en vouloir moins? Les communautés comme celle des Junwanzi ont vécu pendant des centaines de milliers d'années de la même façon. Si on considère les sociétés en fonction de leur longévité, on peut dire que c'est le mode de vie le plus accompli de l'histoire de l'humanité. Mais même si nous arrivons à réguler nos besoins, que ferons-nous de tout notre temps? Et si nous ne nous définissons plus en fonction du travail ni de la consommation, qui allons-nous voir quand nous nous regarderons dans le miroir?